Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, l'avocat Mame Adama Gueye, avocat d'affaires au barreau de Dakar et coordinateur de la plateforme Avenir Sénégal Bignoubeug. Beaucoup de questions, la justice avec la démission du juge Ibrahim Hamidou Dème du Conseil supérieur de la magistrature, l'économie sénégalaise, la santé, les listes indépendantes aux prochaines législatives, le Sénégal et ses voisins et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission via les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Maître Mame Adama Gueye face à Mamoudou Ibra Kane, le grand jury, dimanche 11h10. Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous avons le plaisir aussi de recevoir Maître Mame Adama Gueye. Bonjour. Bonjour Mamoudou, bonjour à vos auditeurs. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat d'affaires au barreau de Dakar, coordonnateur de la plateforme Avenir Sénégal Bignoubeug. La première question, des mots, MOTS, et des mots, MAUX, des actes aussi rythment le quotidien du Sénégal, des mots qui ont nom. Émergence, autosuffisance, rupture, patriotisme économique, justice, démocratie, république, des mots MAUX cette fois-ci qui s'appelle problème de santé, coût de la vie jugé élevé, pauvreté, etc. Des actes qui se nomment infrastructure à travers les grands projets de l'État et le PUDC, la CMU, les bourses de sécurité familiale, les réformes constitutionnelles adoptées par référendum en 2016. Quelle est l'analyse de votre plateforme de la situation actuelle du Sénégal? Merci pour l'invitation. Notre analyse est une analyse qui part des constats d'évidence sur le fait que les espoirs nourris par les Sénégalais à la suite de l'alternance de 2012 sont des espoirs qui sont déçus. Un point très important, vous l'avez évoqué quand vous parliez des mots MOT, c'était l'espérance de rupture. Partant du constat qu'on avait vécu 12 ans de régime libéral marqué par des mots MAUX très graves, qui ont nom népotisme, corruption, malgouvernance. Et tous les Sénégalais s'étaient mobilisés pour changer ça. Nous étions les acteurs de ce changement et nous avons malheureusement constaté que les attentes ont été déçues et que la rupture attendue n'est pas au rendez-vous. Et vous pensez que c'est le sentiment de la majorité des Sénégalais aujourd'hui? Nous le pensons. Nous avons fait une analyse. Vous savez, nous sommes très bien placés parce que on ne peut pas nous reprocher de développer une opposition crypto-personnelle au président Macky Sall parce que nous sommes des acteurs du changement qui a permis qu'il accède au pouvoir. Mais le peuple a dit oui dans sa majorité aux réformes constitutionnelles l'année dernière. Oui, il y a presque un an. Oui, mais je pense pas que qu'on puisse assimiler ça au fait que les populations sont totalement satisfaites. De toute façon, vous êtes très bien placés, vous êtes dans la communication. On entend tous les jours les Sénégalais s'exprimer à travers les médias. Et le sentiment général, c'est qu'ils ne sont pas satisfaits. Il suffit de prendre des éléments de la vie quotidienne des Sénégalais. Moi, je ne parle pas, vous savez, les slogans, c'est très facile, les grandes déclarations, les incantations. Il faut regarder le vécu des Sénégalais, le vécu concret des Sénégalais. Que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de la sécurité. Il faut mesurer concrètement s'il y a eu des évolutions positives. Et de ce point de vue, le constat, le diagnostic est implacable. Vous prenez l'éducation, la situation de l'éducation est une situation qui est très difficile. Objectivement. Les abris provisoires, des écoles où les enfants n'ont même pas de toilettes pour satisfaire leurs besoins primaires. Un système d'enseignement qui est cassé. Parce que, vous savez, l'école de la République était un élément fondamental de notre système. L'école de la République a été cassée. Aujourd'hui, on n'a posé aucun acte fondateur, aucun acte fondamental montrant qu'on veut rétablir l'école de la République. Le président a dit il y a quelques jours, lors de la rentrée citoyenne, au passage félicitations à notre consoeur Ami Sarfal, devant des jeunes,
qu'il est un pur produit de l'école publique, de l'école de la République. On ne peut plus le dire aujourd'hui. De l'époque. Oui, de l'époque. Aujourd'hui, très simple. Oui, qu'est-ce qui est devenu cette école, à votre avis? C'est une simple. Oui. Il suffit juste de voir, à cette époque-là, c'était une fierté pour un chef de famille de dire que son enfant est à l'école publique. Et c'était une honte d'avouer que son enfant était à l'école privée, parce que à l'école privée, on envoyait les nullards. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, le Sénégalais a honte de dire que son fils est à l'école publique. Ça rend parfaitement compte de l'état de l'école publique. Et c'est un problème très important, parce que vous savez, l'école de la République était le pont qui permettait aux Sénégalais, que Dieu n'a pas un nanti de richesse, de familles démunies, à leurs enfants, de passer de leur milieu défavorisé pour accéder à des moyens, à des emplois permettant d'atteindre un certain niveau de qualité de vie. Ce pont a été cassé, il n'existe plus. Il n'existe plus. Et c'est dangereux même pour notre stabilité sociale. Parce que l'école de la République remplissait aussi une autre fonction. C'était l'école où on formait le citoyen sénégalais. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette situation est très grave. Un espace de socialisation aussi. Un espace de socialisation. Oui. Un espace de partage, un espace de fusion, où tous les citoyens se rencontraient, de milieux très différents. Moi, j'ai fait l'école Kléber, j'ai fait le lycée Van Vollenhoven. À l'époque, l'école publique était une école de qualité, dans laquelle on était fiers de faire ses études. Cette école a été cassée. Alors, si on parle de votre hypothèse que la majorité des Sénégalais est déçue, cela devrait pouvoir se traduire dans les urnes, parce que c'est comme ça aussi qu'on juge le jugement, si vous permettez l'expression, du peuple par rapport aux politiques publiques. Cela devrait se traduire dans les urnes aux prochaines législatives. Est-ce que vous pensez que le pouvoir actuel pourrait être sanctionné? Je le pense. Je le pense si certaines conditions sont remplies. Parce qu'effectivement, une élection, il y a un certain nombre de paramètres. D'abord, aujourd'hui, il y a un problème qui est très, très sérieux, qui est un prérequis pour que l'opinion des Sénégalais puisse s'exprimer correctement. Il faut créer les conditions pour que les Sénégalais puissent exprimer leur opinion correctement. On a assisté à un véritable chaos dans le cadre du lancement de la carte d'identité numérisée, qui va être la carte d'électeur. On ne sait pas où on en est. Ça, c'est un premier problème, parce qu'il ne s'agit pas juste d'aller à des élections comme ça, il s'agit de créer les conditions. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas encore créées. Il y a encore des discussions au niveau du ministère de l'Intérieur avec les autres partis politiques pour essayer de trouver un consensus. Que reprochez-vous au système? Aujourd'hui, le système, on peut lui reprocher une incapacité managériale manifeste, une incompétence, parce que cette question des cartes d'identité numérisées est un scandale. Imputable à qui? À l'administration, parce que tout était prévisible. Tout le monde savait quand on devait renouveler les cartes d'identité. Pourquoi attendre au dernier moment pour lancer une procédure d'urgence, ce que d'ailleurs notre plateforme a dénoncé, une procédure d'urgence permettant de donner un marché de gré à gré à une compagnie et de faire gagner 50 milliards. Ça, c'est une situation inacceptable. Alors qu'on savait qu'on devait... Compagnie malaisienne. On savait qu'on devait renouveler les cartes d'identité. Aujourd'hui, on est encore dans l'urgence. On n'a pas un gouvernement stratège. On a un gouvernement qui court derrière les urgences. Aujourd'hui, on nous a dit qu'on allait mettre en place le dispositif pour permettre l'enrôlement au moins de 4 millions de Sénégalais. À l'époque, notre plateforme avait fait une déclaration pour montrer de manière très mathématique que les conditions n'étaient pas remplies au rythme où on en était pour atteindre cet objectif. On nous a dit ensuite, on va mettre des centaines de commissions mobiles. Aujourd'hui, c'est pas transparent. On devrait, si on veut faire les choses normalement, faire en sorte qu'à tout moment, chaque Sénégalais sache où se situent les commissions mobiles. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Et des informations nous parviennent, montrant que on enrôle prioritairement les gens qui sont considérés comme favorables au système en place. Si toutes les conditions sont réunies, à mon avis, si toutes les conditions sont réunies, les élections législatives permettront
aux Sénégalais permettront de constater que les Sénégalais ne sont pas satisfaits de la gouvernance actuelle. Élection prévue le 30 juillet prochain. On y reviendra tout à l'heure pour parler de votre liste qui est en préparation. Mais Maître Mamadama Gueye, votre plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg, c'est quoi sa vision du Sénégal d'aujourd'hui? Quelle projection avez-vous de l'avenir? Écoutez, nous voulons une société sénégalaise qui offre des opportunités économiques durables à tous les Sénégalais. Ce n'est pas le cas actuellement. Nous voulons une société démocratique, équitable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Notre pays souffre encore du clientélisme politique qui est un héritage de Senghor depuis 57 ans. En 2017, aujourd'hui, l'accès aux opportunités est sélectif et en fonction des accointances, des connivences et de la proximité avec le pouvoir qu'on peut accéder à certaines opportunités. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Et nous pensons qu'il est fondamental aujourd'hui de refonder la République, conformément aux conclusions des assises nationales et de la commission de réforme. Un bien grand mot. Il faut refonder fondamentalement la République. Mamoudou, je vais vous dire une chose qui peut paraître banale. Il faut rétablir la normalité républicaine. On a une république, on a les signes extérieurs d'une république sans avoir une vraie république. Ah bon? Oui, nous n'avons pas une vraie république. Nous avons un système avec un président omnipotent. C'est pas de sa faute, c'est le système. Nous devons refonder parce que pour faire fonctionner ce pays normalement, ce pays ne fonctionne pas normalement. Ça peut paraître banal de le dire, mais c'est ça l'enjeu principal. C'est-à-dire que les choses se passent comme c'est prévu que ça se passe. Ce n'est pas le cas. Donc il faut refonder, rétablir la... Heureusement, la République c'est la prévisibilité, oui, non l'imprévisibilité. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les choses ne fonctionnent pas de cette manière. Aujourd'hui, les choses se passent de manière très simple. Nous avons un président de la République et les choses se passent comme le président de la République veut que ça se passe. Vous êtes une plateforme politique? Nous sommes une plateforme politique. Donc vous avez quitté la société civile. Nous sommes une plateforme politique avec l'objectif d'accéder au pouvoir. C'est net, clair et précis. Maintenant. Net, clair et précis. C'est-à-dire parti politique. Nous ne sommes pas un parti politique. Parce que parti politique, ça obéit à une forme juridique. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes une plateforme ouverte. Parce que justement, par rapport à la vision que vous évoquiez tout à l'heure, notre ambition, c'est d'offrir un réceptacle à tous ces Sénégalais qui ne sont pas satisfaits de la situation actuelle, qui ne veulent pas militer dans les partis politiques. C'est pour ça que nous avons une plateforme ouverte qui regroupe aussi bien des personnalités indépendantes, des mouvements et des partis politiques avec qui nous partageons les mêmes valeurs. Parce que la plateforme est fondée sur 7 valeurs. La vision de la plateforme, l'éthique et la vertu, l'engagement patriotique, la compétence, l'égalité, le respect des valeurs républicaines, le culte de l'intérêt général. Il faut que dans ce pays, qu'on mette l'intérêt général au-dessus de tout. Et je vais vous donner un exemple qui est assez illustratif. Dans ce pays, on pense que le président de la République a le droit de faire ce qu'il veut. Quand il nomme quelqu'un, on dit oui, mais il a le droit de le nommer. Oui. Il nomme aux emplois civils et militaires. Mais ce pouvoir de nomination a une finalité. Ça doit être au service des intérêts de la République, pas au service des intérêts du président ou de son parti. Donnez-nous un exemple où il a trahi ce principe constitutionnel. Oui. Clientéliste. Aujourd'hui, toutes les nominations, quasiment, sont faites sur la base du clientélisme politique. Et ça, c'est pas acceptable. Ça, c'est indiscutable. Alors, en termes de vision, maître Mamadama Gueye, tout à l'heure on a parlé des cartes numériques et j'ai dit carte malaisienne. La Malaisie, la réputation surtout du temps de Mahathir, c'est celui-là qui a osé dire non aux politiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Y a-t-il une alternative aux politiques de la Banque mondiale et du FMI et au plan Sénégal émergent? Absolument. Selon votre plateforme. Absolument. Vous savez, il faut que nous écoutions nos experts. Il faut que nous écoutions nos experts. Moi, je ne suis pas économiste, mais j'écoute les experts. Amadou Ali Mbaye le dit de manière très claire. Il dit qu'il faut qu'on arrête de mettre notre pays, enfin de soumettre notre pays aux priorités des bailleurs. Un bailleur vient en disant, moi, la priorité, c'est l'éducation. On nous dit, moi, la priorité, c'est l'agriculture. On nous dit, moi, la priorité. Et nous, quelles sont nos priorités?
Nous n'avons pas un cadre que nous avons nous préparé et dans lequel s'inscrivent les appuis des bailleurs de fonds. Et c'est ce que Amadou Alimbaye explique très bien dans une interview. Il dit chaque bailleur vient avec ses visions et ses priorités qu'il nous impose. Il aurait fallu qu'il y ait une vision interne, élaborée, pertinente, et la logique voudrait que tous les appuis des bailleurs de fonds viennent s'articuler avec cette vision interne. C'est ce que voudrait le plan Sénégal émergent. Monsieur Mbaye, encore une fois, estime que c'est un plan de plus comme les autres plans. Ce n'est pas le cas. Parce que lui dit, et je pense que c'est très important, que le PSE s'inscrit dans le même sillage que les autres plans. Et il dit qu'il note, en parlant du PSE, une déconnexion de l'évolution des choses sur le terrain en comparaison avec ce qui a été défini au niveau du PSE. Je ne crois pas que la trajectoire qu'emprunte l'économie sénégalaise est celle qui a été dessinée dans le PSE. Un autre économiste, parce qu'il faut écouter les experts, on n'écoute pas assez nos experts. Mounirou Ndiaye, qu'est-ce qu'il dit? Le PSE n'a pas d'âme. Il est juste basé sur une litanie de milliards. Le PSE ne peut pas accélérer la création de richesses, ni résoudre le chômage de masse. Ça, c'est important. Il faut qu'on écoute nos experts. Et nos experts, leur point de vue est clair. Moi, je ne suis pas un économiste, je respecte l'expertise, je suis un juriste, je suis prudent dans ce que je dis, mais je me réfère aux experts. Voilà ce que les experts disent. Et pour parler toujours de ce PSE, mais ce PSE d'ailleurs, c'est très intéressant, on est presque en 2018. Il y avait 3 piliers dans la phase intermédiaire, 2014-2018. Transformation structurelle de l'économie, capital humain, protection sociale et développement durable, gouvernance, institutions, paix et sécurité. Ouais. En 2017, quelles sont les avancées constatables, fondamentalement, qui ont changé? En quoi aujourd'hui on peut dire qu'on a une avancée dans la transformation structurelle de l'économie et la croissance? Le ministre de l'économie, ici, la semaine dernière, dit que l'économie sénégalaise est résolument portée vers l'émergence. J'ai noté aussi quelque chose concernant le ministre de l'économie. Quand il dit qu'au-delà de l'objectif d'émergence, l'ambition du président Macky Sall est de réaliser une croissance de qualité. Ouais. Ça veut dire à 2 chiffres en 2020. Une croissance de qualité, oui, de qualité, oui, qui génère de l'emploi et des revenus. Ça veut dire que la croissance dont on se gausse n'est pas une croissance de qualité. Ça, c'est le ministre de l'économie et des finances qui le dit. Et Amadou Alimbaye disait par rapport au à l'économie dont on parle, en que l'économie est dans une bonne situation, il dit et c'est très intéressant, que la situation économique n'a jamais été aussi fragile. Et il ajoute en conclusion que si l'économie était aussi solide, les investisseurs se bousculeraient chez nous. Il est confirmé par le ministre de l'économie et des finances. Comment? Il a dit que plus de 9 000 milliards sont déjà mobilisés. Mais vous parlez de mobilisation par des ressources publiques, mais lui-même dit aussi, je l'ai lu. Moi, je fais attention à ce qu'eux-mêmes disent. Oui. Il dit que le niveau des investissements directs étrangers demeure encore faible. Il ne représente que 2,7% du PIB en 2016. Dixit le ministre de l'économie et des finances. Vous comprenez? Voilà un peu la situation. Et même toujours dans le PSE. Je le dis un peu sous forme de boutade. Le PSE a été présenté comme vraiment le plan qui va nous mener vers l'émergence. Mais sous forme de boutade, je le dis, c'est comme un véhicule qu'on a lancé alors que le moteur il n'est pas au point. Parce que un des facteurs de risque du PSE, c'est la qualité de l'administration. Le grand jury de RFM reçoit Maître Mamad Amagueye de la plateforme Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg. L'actualité est dominée par la démission du Conseil supérieur de la magistrature du magistrat Ibrahima Amidou Dème. Dans une lettre adressée au président de la République, le substitut général de la Cour d'appel y dénonce l'instrumentalisation de la justice et l'affaiblissement de l'autorité des magistrats. En tant qu'avocat, êtes-vous surpris par la décision du juge Dème et de ses dénonciations? Surpris par peut-être la démission, parce qu'au Sénégal, on ne sait pas démissionner. Et de ce point de vue, je pense que c'est un très bel exemple de responsabilité dont il faut se féliciter. Mais pas surpris par ce qu'il dénonce, parce que ce qu'il dit,
c'est des constats qui sont récurrents depuis 2004. Moi, j'ai participé à l'étude sur le programme sectoriel de justice en tant que consultant. Les constats qu'il fait étaient déjà faits à l'époque, sur la base de rapports antérieurs à ces rapports. Parce que le programme de bonne gouvernance l'avait constaté. Une étude de Blundo, financée par l'Union européenne, l'avait constaté. Donc, c'est pas une situation nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est qu'un magistrat, qui est membre du Conseil supérieur de la magistrature, démissionne. Et symboliquement, c'est important. Mais les constats qu'il fait ne sont pas de nouveaux constats. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait progresser le débat, parce que je pense qu'aujourd'hui, le diagnostic ne peut plus être discuté. Parce que c'est des acteurs du système qui ont fait ce diagnostic. Donc je pense qu'il faut en prendre acte et essayer d'avancer. C'est pas avec des incantations qu'on va régler ce problème. Il faut prendre acte de la situation et essayer d'avancer. En quoi la démission d'un magistrat est-elle un acte plus fort que le limogeage d'un autre magistrat en plein procès? Je fais allusion il y a quelque temps au relèvement de ses fonctions du procureur spécial près la CREI, Aliou Ndao. Ça ne fait que conforter ce que M. Dème dit sur la question de l'indépendance. Donc c'était quand même un événement très fort. Et ça avait été, à mon avis, à l'époque dénoncé avec vigueur. Maintenant, là, c'est quand même différent. Parce que là, M. Aliou Ndao n'a pas démissionné. On l'a démis de ses fonctions dans des conditions absolument scandaleuses. Et ça, je pense que ça ne fait que conforter ce que M. Dème dit. C'est-à-dire que si vous vous conformez à ce que l'État souhaite, ça se passe bien. Si vous avez des velléités d'indépendance, vous pouvez avoir des problèmes, surtout dans certaines positions. Pourtant, l'Union des magistrats du Sénégal, qui se solidarise du juge Dème, dit personne ne peut museler la justice. Écoutez, je pense que ce que le juge Dème a dit est clair. Parce que quand il dit que la justice traverse aujourd'hui une crise profonde, étroitement liée au manque de transparence dans le choix des magistrats, oui. Bien évidemment, la victime de la justice ne doit pas être une magistrature sous influence, mais plutôt une magistrature indépendante et impartiale, démontrant constamment dans ses décisions que la justice est exclusivement celle de la vérité. Le constat, il est implacable. Et il parle d'instrumentalisation, il parle de l'affaiblissement de l'autorité des magistrats. Le constat est implacable. Oui. Il est très bien placé pour le dire. Et je pense que postérieurement à cette déclaration, le soutien très circonstancié apporté par l'Union des magistrats hier reprend à son compte quasiment les termes, parce que les magistrats le soutiennent sans réserve. Donc je pense qu'aujourd'hui, le constat, il est fait. Il faut essayer d'avancer. Et de ce point de vue, je dois rappeler, et c'est pour ça que l'attitude du ministre de la Justice est un peu surprenante. Je dois rappeler que le 28 janvier 2016, le ministre de la Justice annonçait lors d'une rencontre avec le bâtonnier de l'ordre des avocats la convocation des assises de la justice, en disant que ce sera un grand moment pour discuter et réfléchir sur toutes les questions qui agitent la famille judiciaire. Je le cite. Je continue de le citer. Toutes les questions seront débattues sans tabou pour essayer ensemble d'avoir des recommandations utiles de manière à atteindre l'objectif d'une bonne gouvernance judiciaire et d'une justice performante et crédible qui a la confiance des citoyens et des justiciables. Dixit le ministre de la Justice. Jusqu'à présent, ces assises ne sont pas convoquées. J'en appelle encore au président de la République. Oui. C'est la seule manière d'avancer dans cette question de justice. Il faut convoquer les assises de la justice dans une approche inclusive pour une prise en charge holistique de l'ensemble des problèmes de la justice. C'est d'ailleurs l'occasion de dire qu'il faut qu'on dépasse la seule question posée par M. Dème, qui se limite à la question de la gestion de carrière d'un magistrat. C'est une dimension du problème, mais ce n'est pas que la seule dimension. Aujourd'hui, les conditions objectives d'une indépendance de la justice ne sont pas totalement remplies. En dehors, parce qu'il y a la question de la gestion de la carrière qui pose problème. Et la dernière réforme du statut de la magistrature et du Conseil supérieur ne l'a pas réglée.
Parce que le ministre de la Justice continue à être la cheville ouvrière de ce système. Parce que c'est lui qui propose les nominations. Il faut que ça change. Et ici, dans le une juge contribution- a dénoncé l'abus un peu des fait. consultations à domicile. Et dans une contribution oui. qui date de 2 ans, de très grande qualité, Oui. de monsieur Dem, il disait déjà qu'il faut réformer. La gestion transparente, ça doit être quoi? Au lieu que ce soit une gestion nébuleuse des postes à qui on le donne, de l'existence des disponibilités, qui est une gestion claire, transparente. Il propose par exemple la mise en place d'un secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature, où l'ensemble des postes disponibles seraient inventoriés, avec un appel à candidature transparente permettant à tous les magistrats de postuler. Lui, le juge Dem, Oui. ça date de quand avant sa démission même, oui. Ça date de 2 ans. C'est une contribution très intéressante qui date de 2 ans. Il fait des propositions très intéressantes sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'en est pas donc à sa première dénonciation, à sa première proposition. Tout à fait. C'est Oui. des propositions Oui. très pertinentes. Oui. Et les réformes récentes n'ont pas répondu aux préoccupations soulevées par les magistrats par rapport. Il y a eu des petits progrès, par exemple l'augmentation du nombre de magistrats. Il y a aussi, De 3 à 4. il y a aussi la codification des consultations à domicile, qui, à mon avis, n'est pas une bonne chose. On ne codifie pas une mauvaise pratique. C'est une mauvaise pratique, la consultation à domicile. Parce qu'il n'y a jamais de conditions de force majeure qui peuvent justifier qu'on ne puisse pas convoquer le Conseil supérieur de la magistrature. C'est que justifier en réalité cette consultation à domicile, c'est l'opacité dans l'affectation, dans les affectations, dans l'allocation des opportunités. C'était ça en réalité. D'approche, faire en sorte que la gestion des carrières soit transparente, que tous les magistrats qui ont les mêmes grades, les mêmes capacités aient la possibilité de postuler de manière ouverte et soient informés des opportunités, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais que faut-il faire du Conseil supérieur de la magistrature, de plus de garanties d'indépendance à la justice? Parce qu'aussi les avis sont divergents. Certains disent oui, il faut que le président ne préside plus le CSM. D'autres disent il faut couper le cordon ombilical entre le parquet et le ministère de la Justice. Et d'autres soutiennent tout à fait le contraire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je pense qu'il faut avoir une approche réaliste. Moi, je suis de ceux qui pensent, et je partage ce point de vue avec M. Dem, qu'il a dit dans sa contribution, qu'il faut réformer la gouvernance du Conseil supérieur de la magistrature pour éviter la prééminence de l'exécutif. Je ne suis pas favorable au fait que l'exécutif soit totalement exclu du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut réorganiser la gouvernance pour neutraliser la prééminence actuelle de l'exécutif dans le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et ouvrir le Conseil supérieur de la magistrature à d'autres personnalités. Dans sa contribution dont je vais vous parler, M. Dem fait des propositions très intéressantes que je partage, que j'avais déjà faites en 2010 dans mon discours en tant que bâtonnier à la rentrée solennelle des cours des tribunaux devant le président Abdoulaye Wade, qui, comme vous l'avez rappelé, avait soulevé l'ire du président de la République. M. Dem, à l'instar de ses propositions, propose qu'on ouvre le Conseil supérieur avec d'autres personnalités. Par exemple, lui, dans ses propositions, il propose qu'on mette 2 députés. Un désigné par la mouvance au pouvoir, un autre par le groupe parlementaire représentatif de l'opposition. Un avocat membre du Conseil de l'ordre. Donc il n'y a pas d'avocat au CSM? Non, du tout. Un professeur titulaire de droit désigné par le président de la République, une personnalité justifiant de compétences juridiques désignée par les organisations de la société civile, une personnalité désignée par la centrale syndicale la plus représentative. Et il y a des élections de représentativité syndicale qui se dérouleront prochainement. Peut-être c'est une opportunité, j'en sais rien. Il faut une mutation forte. Oui. Pour réformer. Maintenant, on a loupé une occasion. On vient de faire une réforme du Conseil supérieur en ne tenant pas compte de toutes ces propositions. Ne faudrait-il pas, oui, continuer? Non, je veux dire simplement que tout ça doit s'inscrire dans une approche globale. Oui. Il faut que M. le Président de la République convoque ses assises annoncées par son ministre de la Justice, avec tous les acteurs. Il faut arrêter de croire que les problèmes de la justice se régleront en tête-à-tête entre l'exécutif et les magistrats. Quid justement de la coupure que préconisent certains du cordon ombilical entre le parquet et le ministre de la Justice, le ministère de la Justice? Moi, je pense que il est normal, parce qu'il y a quand même la politique pénale qui relève de prérogatives de l'État.
Et le parquet constitue le support pour mettre en place cette politique pénale. Je suis pas contre, et puis même pour relativiser. Les magistrats debout, comme on les appelle, du parquet n'ont pas totalement les mains liées. Il faut relativiser. Il y a des conditions dans lesquelles ils peuvent parfaitement faire prévaloir leur indépendance. Mais moi, le fait de dire qu'il faut totalement couper le cordon ombilical entre l'exécutif et le judiciaire, moi je suis pas totalement d'accord, parce que c'est l'État qui est garant du bon fonctionnement du service public de la justice. Alors, il y a quand même quelques questions d'auditeurs. Ibrahim Khalil Kama, pouvez-vous nous éclairer sur la notion de droit de réserve dans la magistrature? Mbache Mapatema, s'il est vrai que la justice sénégalaise n'a pas ses prérogatives requises, c'est son sentiment, pourquoi donc les magistrats se nouent dans un silence incompris? Sont-ils corrompus ou ligotés par l'État? Et Diakari Atimera, est-ce que le Sénégal serait prêt à adopter ce que Montesquieu appelait la séparation des pouvoirs pour une justice entièrement indépendante de l'exécutif et du législatif? Et puis, Serigne Cheikh Lo, les avocats sont-ils prêts à faire bloc derrière le juge Dème sur qui plane une menace de sanction? D'abord, réponse à cette question. Je ne peux pas en parler à titre personnel, parce que je ne suis pas habilité à parler au nom des avocats. C'est le bâtonnier qui porte la parole des avocats. Mais la convergence, à mon avis, des points de vue est évidente, parce que vous pouvez vous rappeler, lorsqu'il y a eu des problèmes entre, comme on a dit, entre avocats et magistrats, l'ordre des avocats avait sorti un communiqué très clair qui s'inscrit dans cette... Et vous aviez dénoncé des actes de corruption au sein de la magistrature. Le Conseil de l'ordre avait sorti un communiqué qui s'inscrit dans la même logique. L'association des jeunes avocats avait sorti un communiqué qui s'inscrit dans la même logique. Donc normalement, il y a une convergence des acteurs, des principaux acteurs de la justice sur le constat. Donc normalement, je pense que l'ordre des avocats devrait avoir son mot à dire sur la question, mais je ne peux pas me prononcer pour l'ordre des avocats. Une question sur la notion de réserve, de l'obligation de réserve dans la magistrature. C'est l'obligation de réserve. À mon avis, il ne faut pas en faire une interprétation extensive comme veut le faire M. le ministre de la Justice. Je ne pense pas que M. Dème, absolument pas, a violé l'obligation de réserve. Et qui a dit que c'est le CSM qui doit trancher, le Conseil supérieur de la magistrature. D'abord, la question qui se pose, c'est que de la manière dont il l'a dit, il viole même la présomption d'innocence. Parce que tel qu'il l'a dit, comme certains journaux l'ont titré, on l'a dit qu'il a livré M. Dème au Conseil supérieur de la magistrature. Oui, mais il a dit quand même devant l'Assemblée qu'il dit que c'est pas à lui de décider. Voilà, ce n'est pas l'exécutif qui sanctionne, mais les magistrats eux-mêmes qui doivent examiner la question. Oui, mais il n'est pas le Conseil supérieur de la magistrature. Il ne peut pas se prononcer d'emblée. Jusqu'à présent, le Conseil n'a pas encore parlé. Lui, il est le vice-président. Est-ce qu'il peut d'emblée comme ça dire que le Conseil devra, c'est à lui de saisir, de faire ça ou ça? Oui, est-ce qu'à votre avis, le Conseil devrait se pencher? À mon avis, non, parce que je n'estime pas qu'il y ait une violation de l'obligation de réserve. Parce que M. Dème est dans son domaine. Il parle de la justice. Si on veut empêcher un magistrat de parler de la justice, mais on est où? Et puis c'est pas le premier. Récemment, l'EMS a fait des déclarations sur la justice. C'est tout à fait normal. Je ne vois pas en quoi M. Dème a violé l'obligation de réserve. À mon avis, il n'a absolument pas violé l'obligation de réserve. Il a fait son devoir, parce qu'en plus c'était un représentant des magistrats, du collège des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature. Donc il n'a pas le nom, pas seulement en tant que magistrat, mais en tant qu'élu du Conseil supérieur de la magistrature. S'exprimer sur les conditions de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ne peut absolument pas violer l'obligation de réserve. Alors, on va revenir à quelque chose de plus terre-à-terre, de plus basique. C'est une lettre de démission adressée au président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, on ajoutera même chef suprême de la magistrature. Pas encore de réponse du destinataire. Moi, j'en appelle au président de la République pour qu'il prenne ses responsabilités. La situation-là est très sérieuse. Aujourd'hui, le diagnostic, il est clair. On ne peut pas laisser pourrir cette situation. L'affaire de M. Dème s'ajoute au clash qu'il y a eu avec l'Union des magistrats à la suite de la réforme du statut de la magistrature. Il faut prendre en charge ces questions dans le cadre global des assises que le ministre de la Justice a évoquées, en disant que le président de la République allait les convoquer. C'est une excellente opportunité.
de remettre les choses à plat. C'est justement le paradoxe. On dit remettons les choses à plat alors que on vient de procéder à une réforme de la Mais justice. justement, le paradoxe... C'est une mauvaise réforme. Mais pourquoi c'est une mauvaise réforme? Comment peut-on s'engager dans une réforme après avoir annoncé en janvier 2016 qu'il va y avoir des assises, et avant la fin de l'année 2016, on engage des réformes, sans en discuter avec toutes les parties prenantes. Donc c'est une mauvaise réforme parce que c'est pas une réforme qui part d'une approche inclusive, qui implique les acteurs, tous les acteurs. Tous les acteurs n'ont pas été impliqués. Alors que précédemment, le ministre avait dit, et je l'ai cité, qu'il y aurait des assises où on parlerait de tous les problèmes de la justice avec tous les acteurs concernés. Une réforme ne peut pas être bonne si elle n'est pas une réforme concertée et inclusive. Et si la réponse du chef de l'État se devait être dans le même sillage que celle apportée par son ministre de la Justice, que le juge Dème devrait être traduit devant le Conseil supérieur de la magistrature. Il en assumera les conséquences. Quelles en seraient les conséquences? C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. On ne diffère pas les problèmes, on les contourne pas, on les règle. C'est le pourrissement d'une situation qui peut être très préjudiciable au bon fonctionnement de la justice et à la stabilité de notre société. Parce qu'il faut toujours ne jamais oublier que la justice a une triple fonction de régulation. Régulation sociale, régulation économique, régulation politique. Si la justice ne fonctionne pas, c'est un danger, c'est une menace sur la stabilité de la société. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger ça. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Maître Mamada Gueye, invité du grand jury, il est avocat d'affaires et membre de la plateforme Avenir Sénégal Bignoubeug. Le rachat de Tigo par le patron de Wari, Kabirou Mbodji, est aussi un autre sujet d'actualité. Comment le citoyen et l'avocat d'affaires, en plus, Mamada Gueye, réagit-il à cette nouvelle dans le secteur des télécommunications au Sénégal? Non, c'est une très bonne chose. Il faut s'en féliciter. Il faut se féliciter que les capitaux, je suppose, sénégalais, et permis de prendre le contrôle de Tigo. C'est une très bonne chose. Je pense que là, il y a une structure qui se développe. Wari, ensuite Tigo. C'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est une bonne chose, mais je voudrais quand même dire aussi que oui. C'est très bien ce que Wari a fait, mais il ne faut pas que ça occulte ce que beaucoup d'autres opérateurs économiques font dans le pays, des choses très remarquables dans beaucoup d'autres secteurs. C'est vrai que là, c'est assez spectaculaire, on en a parlé beaucoup, mais croyez-moi, enfin vous le savez certainement, il y a beaucoup d'autres opérateurs qui font des choses très remarquables dans tous les secteurs de la vie nationale, et il ne faut pas les oublier. Il faut, oui, dans la même foulée, s'en féliciter. Pourtant, l'explication souvent mise en avant, c'est qu'on a un secteur privé national faible, pas en mesure de rivaliser avec les grandes compagnies, notamment étrangères. Vous pensez que c'est un argument facile? Non, je veux dire, c'est vrai qu'à un certain niveau, il est très difficile de concurrencer. Mais même le secteur privé national, il ne faut pas que le secteur privé national, ils le savent très bien, c'est des hommes d'affaires plus avertis que moi, peuvent s'engager dans des partenariats. On n'est pas obligé, faut pas tomber dans le patriotisme économique primaire où on dit il faut que des intérêts nationaux qui prennent en charge tel ou tel secteur. Il y a des partenariats possibles qui peuvent permettre de prendre de prendre le contrôle de certains secteurs. Moi, très récemment, il y a 2 ou 3 prises de contrôle de sociétés étrangères, anciennement détenues par des intérêts étrangers, par des Sénégalais. Dans le secteur dites-nous un peu. La Sedima a développé de très importants projets, a développé d'énormes projets. Le NMA a repris une société dans le secteur de la production d'aliments de bétail. M. Abdoul Aziz Ngom a repris Africazot. Donc, bon, c'est peut-être moins spectaculaire, mais il y a des hommes d'affaires qui dans l'ombre, et nous avons quand même aussi notre grand champion qui fait des choses extraordinaires, Yerim Sow. Voilà, donc je pense que c'est très bien, il y a des dynamiques en cours. Maintenant, il faut que nos autorités, de manière très transparente, et j'insiste, appuient nos champions nationaux, qui vont tirer les autres
acteurs de leur secteur, mais de manière très transparente et objective. Quand on a un champion national, c'est normal de l'appuyer. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas une volonté politique clairement exprimée de pousser nos champions nationaux. Et un autre de nos champions nationaux, parce que même dans le secteur de télécom, la Sonatel ne doit pas être oubliée. La Sonatel joue un rôle fondamental dans notre économie. L'économie numérique a une place centrale aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est grâce aux gros investissements de la Sonatel que notre pays dispose de l'infrastructure de télécommunication actuelle. Ça aussi, il faut le dire, même s'il y a des intérêts étrangers dans la Sonatel. Mais la Sonatel est aussi un champion national. Et je pense que l'État devrait s'inscrire dans cette logique. Pousser et appuyer nos champions nationaux qui vont tirer les autres acteurs de leur secteur. Oui, mais justement, quelles sont les attentes aujourd'hui du public sénégalais, de tous ces opérateurs de télécommunications? On continue de dire que le téléphone coûte cher, qu'Internet coûte cher. Même la 4G, le DG de la RTP a dit la licence en tant que telle n'a pas encore été attribuée. Aujourd'hui, quand on fait du benchmarking, oui. de la comparaison, effectivement, on se rend compte que les coûts sont assez élevés. La Sonatel communique différemment en disant que dans la sous-région, on a les coûts les plus faibles. Mais quand on fait du benchmarking, il ne faut pas simplement s'arrêter à la sous-région. Il faut aller sur l'international. Et d'après les informations disponibles, il semble que les coûts sont élevés. Et je pense que c'est de la responsabilité du régulateur de travailler à faire en sorte que les coûts supportés par les consommateurs soient en rapport avec les coûts au plan international. Et bon, ça c'est le travail du régulateur. C'est le travail du régulateur. Et il faut que sur l'Internet, par exemple, il y a encore une énorme marge. Il y a une loi qui vient d'être votée, qui réforme le code des télécommunications, qui offre de nouvelles ouvertures sur l'Internet. Je pense qu'il était temps que ça arrive. Alors, on va y aller très vite. La vente éventuelle de la compagnie sucrière sénégalaise et des Grands Moulins est de plus en plus évoquée. La direction de cette entreprise a démenti l'information, mais cette fin de semaine, nos confrères de Libération ont dit que les négociations seraient très avancées entre la compagnie sucrière et les Marocains de Frickfort. Votre plateforme s'est-elle penchée sur ce sujet? Non, parce que c'est une affaire du secteur privé, parce que je pense que c'est une affaire du secteur privé. Il y a des règles de droit. Aujourd'hui, n'importe quel homme d'affaires a le droit de vendre son business à qui il veut. C'est le principe de la liberté. Mais dans le sillage de la promotion de privés nationaux. Mais on ne peut pas obliger un privé à vendre son affaire à une personne déterminée. Ça, ce sont des règles. Maintenant, on peut créer des conditions pour que s'il y a une offre d'un privé national, créer les conditions pour que ce privé national soit en mesure de concurrencer les autres offres. Et l'exemple de Wari montre que il est possible qu'un privé national, en concurrence avec des intérêts internationaux, puisse remporter la timbale. Très bien. La santé, panne de l'appareil de radiothérapie de l'Institut Marie Curie de l'hôpital de Dantec, le seul appareil du pays maintenant qui est hors d'usage. C'est choquant. Très choquant. Un appareil qui date de 1989. Parce que j'ai lu une interview, encore là, il faut écouter nos spécialistes, du docteur Mamadou Diop, directeur de l'Institut du cancer, c'est affolant ce qu'il dit. Quand il explique que cet appareil date de 1989, et que c'est en termes de radiothérapie, le cobalt qui est utilisé dans cet appareil est dépassé. Qu'il faut utiliser un accélérateur de particules, qui est d'une plus grande efficacité sur la tumeur et permet de gérer, d'atteindre l'organe en protégeant les organes qui sont aux alentours de la tumeur. Et il dit, parce que c'est ça qui est grave, il dit nous avons informé à plusieurs reprises des autorités sur la nécessité d'acquérir des appareils plus performants. Donc il y a une imprévoyance des autorités. Il y a un manque d'anticipation des autorités. Il n'y a aucune excuse des autorités par rapport à cette question. Parce qu'on n'est pas dans un cadre de force majeure. Et quelles conséquences faudrait-il en tirer? Caractérisé par 3 facteurs. Oui. Imprévisibilité, insurmontable, irrésistible. Ce n'est pas le cas. Et il y a une autre question soulevée par le professeur. C'est la question de la politique de santé. En disant qu'on a concentré tous nos efforts sur les maladies infectieuses. Et on a négligé les maladies chroniques. Bon, maintenant, il se félicite qu'aujourd'hui, le président a demandé qu'on finance le plan sur le national de lutte contre le cancer. Mais ce qu'il explique, et c'est très important, il ne s'agit pas d'un employé par un autre.
et que pour que le problème soit réglé. Il dit que, et c'est important, qu'il faut une prise en charge holistique. Il ne s'agit pas simplement du remplacement d'une machine. Il faut penser à l'ensemble du territoire national et aux ressources humaines et au système de diagnostic. Une citoyenne sénégalaise vivant à l'étranger me faisait remarquer il y a quelques jours que sur une population de 13 millions d'habitants, c'est-à-dire la population sénégalaise, il aurait fallu au moins 86 appareils de radiothérapie. La norme, d'après le professeur, c'est un appareil pour 200 000 habitants. Mais la question qui se pose, c'est que ça, je vous le disais le 31 décembre. Oui. On nous a dit on va faire 4 hôpitaux, 5 hôpitaux. Je vous disais que la question, c'est une opportunité aussi pour qu'on se pose des questions sur la qualité du plateau technique de nos structures hospitalières existantes. C'est une exigence citoyenne que le Sénégalais dispose, comme tous les autres citoyens du monde, d'un plateau technique normal, aux normes internationales. Alors, quelles conséquences faudrait-il tirer de cet appareil, de la panne de cet appareil? C'est tout l'État qui est responsable. C'est toute une chaîne de commandement, du président de la République au ministre de la Santé et aux responsables. Vous n'allez pas quand même demander à tout le monde de partir, je ne demande pas, démissionner. Les Sénégalais n'ont qu'à en tirer les conséquences. En 2017, là, le 30 juillet, il y aura des élections législatives. Où en êtes-vous dans votre liste? La plateforme Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg a une approche très innovante. Nous ne ferons pas une liste de la plateforme. Nous avons une démarche d'ouverture. Nous ne sommes pas prioritaires. Les membres de la plateforme ne sont pas prioritaires sur la liste de la plateforme. Nous discutons pour trouver des partenaires, que ce soit des organisations, la société civile, des mouvements citoyens, des partis politiques et des individuels. Nous allons essayer d'identifier sur toute l'étendue du territoire national des Sénégalais qui ont un ancrage dans leur localité, qui ont une légitimité dans leur localité et qui se sont dévoués à l'intérêt général. Et c'est nous qui allons les démarcher. Et même des politiciens pourraient y figurer. Des membres de partis politiques peuvent y figurer. S'ils sont dans des partis avec qui nous partageons les mêmes valeurs et qu'ils ont un profil compatible avec les valeurs que nous défendons. Donc les personnes dont je parle, nous allons les identifier et les démarcher. Nous n'attendrons pas qu'eux viennent à nous. Et nous allons essayer de faire en sorte que sur cette liste figurent des socioprofessionnels, des porteurs d'enjeux dans tous les secteurs, pour qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les bonnes personnes y soient. Parce qu'il faut des députés dans une Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale actuelle que nous avons n'est pas l'Assemblée nationale. Une liste pour gagner ou pour faire de la figuration? Nous nous engageons pour gagner, parce que nous savons qu'il y a un espace. Aujourd'hui, il suffit de savoir simplement que dans toutes les dernières consultations, y compris des référendums, la majorité des Sénégalais, des électeurs inscrits n'a pas voté. Nous appelons tous les Sénégalais qui n'étaient pas motivés parce que l'offre politique qui leur est faite n'est pas satisfaisante, de comprendre que nous allons leur proposer une liste de Sénégalais, de citoyens sénégalais qui ont le profil requis pour porter leurs attentes et leurs revendications à l'Assemblée nationale. C'est un appel que nous lançons à tous les Sénégalais et que nous lançons à toute la dynamique citoyenne qui a été consécutive à l'activité de Sylla Bok lors des élections locales, pour que tous ces Sénégalais-là viennent créer une plateforme capable de faire une véritable offre alternative. Une véritable offre alternative. Une question presque d'ordre philosophique à votre réflexion. Un des tout premiers leaders de la société civile à se présenter à une élection présidentielle s'appelle Maître Mamada Gueye. Aujourd'hui, pour la première fois que des listes indépendantes vont être autorisées aux législatives, vous figurez parmi les leaders qui devraient être dans cette liste. Qu'est-ce qui vous fait courir? N'y a-t-il pas un paradoxe entre ce désir d'être au niveau décisionnel, au niveau politique, et la vocation de la société civile qu'on confine dans la posture de groupe de pression sur le pouvoir politique? Mais Mahmoudou, c'est une question intéressante, mais le problème qui se pose, c'est que depuis 25 ans, moi et d'autres, nous sommes investis pour la défense de l'intérêt général, sans chercher aucun profit, parce que nous avons nos activités professionnelles. Nous avons accompagné l'alternance de 2000, nous avons accompagné l'alternance de 2012, nous avons contribué à toute cette réflexion qui a apporté à ce pays un ensemble de valeurs, un ensemble de dispositifs, gouvernance, transparence, OFNAC, etc. C'était le fruit de notre réflexion. Qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons qu'au bout du compte, nos efforts sont vains, parce que le plaidoyer, parce que la société civile, son arme, c'est le plaidoyer. Nous avons constaté les limites du plaidoyer.
Le plaidoyer n'est pas transformationnel. C'est pour ça que nous sommes obligés, nous avons estimé, après avoir fait le constat, que les acteurs que nous avons accompagnés, dont nous avons contribué à l'accès au pouvoir, ne remplissent pas les conditions pour répondre aux préoccupations des citoyens. C'est ce qui nous a poussé à pas franchir le pas. Et vous voulez prendre le pouvoir. Et vous voulez prendre le pouvoir. Nous voulons prendre le pouvoir. Dernière chose, le Sénégal et ses voisins, qu'est-ce que cela vous inspire en 30 secondes comme réflexion? Êtes-vous rassuré, inquiet? Rassuré d'une certaine manière, parce qu'il y a eu ce qui s'est passé en Gambie. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de rendre un grand hommage à nos forces, à notre armée nationale. Comme beaucoup de Sénégalais, j'ai été très fier de voir notre armée nationale. Inquiet parce qu'il y a eu la suite de ça. À la suite de ça, notamment la question de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine, certaines choses qui semblent montrer que nous ne sommes pas en bon terme avec nos voisins. C'est pas une bonne chose. La plateforme Avenir Sénégal estime que nous devons privilégier la relation avec nos voisins et que les meilleurs diplomates du Sénégal doivent être mis dans les ambassades avec nos pays voisins. La stabilité, la richesse, le bon fonctionnement de nos voisins est une condition de notre développement, de notre émergence. Merci, Maître Mamadou Gueye. Je referme mon ordinateur. Ça veut dire que c'est fini. Merci d'être revenu à l'émission Le Grand Jury, présenté avec un immense plaisir par Mamoudi Brakan, à la technique Abdoulaye Diop, Digital Manager Maguette Koulibaly. Dans un instant, le journal de midi. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Nakunekahin